Bonjour à tous et bienvenue sur RTI1 dans l'émission C'est Midi. Merci pour votre fidélité. On espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vos proches, mais que surtout vous respectez les mesures barrières afin de pouvoir bouter hors de la Côte d'Ivoire et assez rapidement le Covid-19. Mon père ne m'a pas reconnu comme enfant légitime. C'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Avant de recevoir notre invité, je vous demande de découvrir son portrait. C'est maintenant. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un jeune maestro de la musique gospel. Né en 1992 à Mainvoul, au nord du Gabon, Cyril Abagba est un artiste gospel et auteur-compositeur gabonais, mais aussi étudiant en gestion commerciale à l'Université internationale de Cocody. Depuis son enfance, Cyril développe une passion pour la musique. En 2012, il intègre le groupe musical en tant que batteur puis pianiste principal de son église. Ce talent inné fera de lui, en 2017, le responsable de musique de toutes les églises Chapelle de Vie. Aujourd'hui, auteur d'un maxi-single de 3 titres, il veut, à travers ses chants, voir la restauration de la louange et de l'adoration. Car issu d'une famille chrétienne de 4 enfants dont il est le benjamin, il a vécu une enfance difficile. Élevé uniquement par sa mère, notre invité n'a pas été reconnu par son père comme un enfant légitime. Découvrons toute son histoire dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Et aujourd'hui, autour de cette table, nous avons la team de C'est Midi qui est composée bien évidemment de la charmante Cassandra Asamoah. Attends, j'ai envie d'applaudir quand même, c'est plat quoi. Moi, peut-être grand. Vous allez bien, Cassandra? Ça va et vous? Ça va. Ça va. Parfait. Vous êtes magnifique. Et vous? Et vous donc? Le ninja, Paulus Agathon. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je change un peu de style aujourd'hui. C'est important. Ouais, surtout qu'on a une diversité des cache-nez, tous aussi performants les uns que les autres. C'est important. Je ne fais pas dire, mais c'est important quand même. Ouais. Et puis bon, on a Docteur Philo, Ouais. l'énergie même de cette émission. C'est ça. Un concentré de bonne humeur. Ouais. Voilà, la classe quoi. Ouais, c'est allez un bien? bonheur pour moi d'être là. Et puis voilà, est-ce que je peux dire que j'ai changé de look? Mais je me trouve magnifique moi-même. Parce que au lieu d'apprécier, il faut t'apprécier. Effectivement. Voilà, moi je m'apprécie, je me trouve très très magnifique. Et puis ben, voilà, nous sommes toujours au front et ça fait plaisir d'être là. Et puis voilà. Merci, mon cher et tendre Docteur Philo. Mon père ne m'a pas reconnu comme enfant légitime, c'est le thème. Et notre invité s'appelle Agbaha. Cyril, je vous demande de le recevoir. Hein, on espère qu'on est 4, on va applaudir quand même. Cyril Abagba. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Oui, bonjour. Ouais. Alors, votre histoire, elle est assez touchante. Comme on dit, un père, ça reste un repère. Et quand on grandit sans lui, on a comme un vide dans le cœur, on a des entailles, on a un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Mais vivre sans père peut également forger notre personnalité, on en saura un tout petit peu plus. Mais avant d'égrener votre histoire, on va prendre l'avis du monsieur juste en face, Docteur Philo. Nous, on a la même histoire, beau. Bon, on vous retrouve, hein. Allez, voilà, c'est fait. Docteur Philo. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Alors, merci beaucoup, Hassan, de m'avoir sauvé. Alors, ça fait plaisir. J'ai vécu la même situation qu'il a vécu. Oui, mais attends. Mais en même temps, je dis que je n'ai pas revenu sur mon histoire parce que je ne suis pas l'appel à témoin aujourd'hui. Je dis que ne comptez pas sur moi pour vous dire des paroles, je ne sais pas, de pitié, pour vous faire couler des larmes ici. Non, 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 non. Déjà, vous êtes venus sur la terre, vous êtes venus pour vivre, vous êtes venus pour vous battre. Voilà. Même si votre père ne vous a pas reconnu, la vie, c'est la reconnaissance et la méconnaissance. Donc, s'il n'y a pas méconnaissance, c'est qu'il y a reconnaissance. Donc, je veux dire qu'il faut s'accepter. Voilà. Déjà, même un enfant, vous parlez de... Je voudrais rendre hommage à ces mamans, ces braves mamans. Applaudissez pour vous, les mamans. Si vous n'avez pas enfant, vous êtes des futures mamans. Oui, voilà. oui. Je vous dis que la mère, c'est ça. La mère supporte tout. Le père, il s'en va, elle est là, elle va griller son loco pour faire plaisir à l'enfant. Déjà, l'enfant, même quand il vient au monde, déjà, même avec des pleurs, on sent déjà. Ça dit, quand l'enfant vient avec des pleurs, l'enfant peut venir à rien. Mais pourquoi il pleure? C'est pour dire, est-ce que ceux-là même ils vont m'accepter? Ceux qui m'ont construit, est-ce qu'ils vont m'accepter? C'est ce que ça veut dire, c'est très philosophique, monsieur. Donc je vous dis que vous devez légaliser votre légitimité par votre abnégation au travail. C'est tout. C'est tout. Par votre abnégation, votre dévouement, votre persévérance dans la vie. Il n'y a rien. On est né. Il y a l'école de la vie. Le père il refuse, toi tu viens vivre ta vie dans l'école de la vie. Et puis tu arrives à te faire une personnalité, tu arrives à te construire. Il y a des gens qu'on a vu aujourd'hui, moi il y a des voisins qui étaient 30e. Sur 30 derniers, moi je dis là, plus de 30 immeubles à Abidjan. Donc c'était un signe déjà fort. N'oubliez pas, quelqu'un quand c'est comme ça, mon cher, excusez-moi, quand vous allez engrais les crocodiles, les barbelés, les chiens méchants là, souvent c'est des gens qui ont été rejetés aussi souvent par les parents. Aujourd'hui, pour ne pas que cette la veille, ils sont obligés de mettre tout cela. Donc mettez-vous au travail, la vie est ainsi faite.
vous-même là, vous avez la possibilité, la capacité de légaliser votre légitimité. Je vous en prie. Mais on vous en prie également. Oui. Merci, docteur Philo. Heureusement que vous m'avez dit aujourd'hui que votre chronique faisait 30 secondes. Hein. Oui, Et vous êtes dans le temps. J'ai même fait 27 secondes. Oui, bien sûr, vous êtes dans le temps. Voilà. Vous êtes dans le temps. Alors, notre invité, je rappelle, s'appelle Cyril Abaga. C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Vous êtes artiste gospel, auteur-compositeur gabonais. Vous êtes également en première année de gestion commerciale à l'Université internationale de Cocody. Là, vous êtes issu d'une famille de 4 enfants, famille monoparentale. Ouais. Votre mère a été brave et vous avez levé tout seul. Comment ça se passait à la maison? Ben, il faut déjà dire que ma mère est... Moi, vous savez quoi, c'est vrai que je suis impatiente d'en savoir plus, mais je suis obligée de passer quand même par quelque chose, c'est le micro-trottoir. Et avant ça, je veux passer quand même la parole à Paulus. Paulus, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver un homme à refuser une grossesse, selon vous? Ben, écoute, les hommes auront plusieurs explications à cela, peut-être parce qu'ils n'étaient pas préparés à assumer la paternité, mais cela n'empêche pas quand même de reconnaître qu'on est le père. Voilà. Ouais. En gros, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, assez. C'est cette question qu'on vous a posée et notre cher Pater Nassémian a recueilli vos réponses. On le regarde. Chris Pater-Nassémian, c'est votre opinion. Il est irresponsable, c'est tout. À part ça, il n'y a rien d'autre. Parce que même si tu n'as pas les moyens financièrement, au moins tu peux assumer. Quand on est un homme, on assume. Il faut que la fille soit fidèle d'abord, ça c'est en premier lieu. Et puis si le monsieur n'a pas assez de moyens pour s'occuper de la grossesse, il peut aussi s'en aller. Ça dépend du comportement de la fille aussi. Si peut-être elle soit avec plusieurs gars, s'il a remarqué ça, il peut refuser la grossesse, il peut dire que ce n'est pas pour lui. Bon, ça, ce sont vos réponses, voilà. Franchement, et comme Paulus l'a dit, peu importe les raisons, lorsqu'on a un enfant, c'est une responsabilité qu'il faut assumer, en tout cas, quand on peut, quand on est vivant. Ce n'est pas forcément le matériel, mais quand même la présence, c'est déjà pas mal. Cyril, Ouais. donc on le disait tout à l'heure, vous avez grandi dans une famille où votre maman s'est occupée toute seule de vous et de vos sœurs. Ouais. Est-ce que vous avez 4 sœurs? Vous êtes le seul garçon? 3 sœurs. 3 sœurs, et pardon. Le seul garçon est le Oui, dernier. parce que vous êtes 4. Ouais. D'accord, ok. Alors, comment ça se passait à la maison? Ben, il faut dire que c'était assez difficile parce que déjà, ma maman était allée en mariage forcé à l'âge de 12-13 ans par là. Voilà, donc, et à l'issue de ce mariage, elle n'a fait que des filles. Voilà, donc en rentrant au village, et mon grand-père voulait absolument avoir un petit-fils, un garçon. Le garçon, Voilà. c'est toujours Donc, important, je voilà. sais pas. C'est Donc important. c'est comme ça ma maman a rencontré mon papa et voilà, ça, comme ça, je suis venu au monde. Mais entre-temps, mon père il m'a systématiquement renié. Voilà. Donc il s'est en allé, n'a pas assumé les charges. C'est mon grand-père qui a dû assumer les charges, donc tout ce qu'il fallait, échographie, suivre à l'époque, le déroulement de la grossesse de maman, mes premières boîtes de lait, c'est mon grand-père, voilà. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je porte même Abaga, c'est le nom de son votre grand grand- frère. Voilà. D'accord, ok, j'allais vous poser cette question-là. Du coup, on embrasse tous les papis et toutes les mamies, justement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi à côté de papy, de mamie, parce que soit les parents n'étaient pas forcément aptes et tout ça. On vous embrasse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. On n'est pas toujours reconnaissant, c'est vrai, mais merci quand même. Alors, donc, vous allez grandir dans cette famille-là, modeste, mais joyeuse tout de même, parce que bon, quand on a des frères et sœurs, ça va. Votre mère va faire ce qu'elle peut, mais il y a quand même un manque. À quel moment vous commencez à vous poser la question de savoir, il est où mon père? Ben, vous savez, déjà, ce qui a commencé à me faire ressentir le manque de mon père, c'est quand je voyais les autres, les voisins, les amis, mais voilà, avec leur papa, et moi, j'étais là, toujours, bon, sans père. Vous voyez, quand on est petit, lorsqu'on arrive peut-être en période de fête de Noël, vous voyez, le papa des autres, il passe avec les cadeaux, les jouets, et puis vous êtes là, voilà. Et ma maman n'avait pas suffisamment assez de moyens pour pouvoir nous procurer tout ce qui était cadeau, jouets. La seule chose qu'elle pouvait nous fournir, c'était à manger. Vraiment, avec tout ce qu'elle avait, ce n'était qu'elle travaillait en tant que ménagère pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, à ce moment, j'ai commencé à ressentir le vide d'un père. Et surtout, lorsque j'ai commencé, je fréquentais mes oncles ou mes tantes qui me disaient « Mais tiens, mais ton papa,
on l'a vu, il est là-bas, mais apparemment, chez lui, ça va bien et tout. Ben, je dis, ben, ah bon? Donc, il a de l'argent, mais il ne peut pas s'occuper de moi. Comment ça? C'est bizarre. Donc, et comme ça a commencé à susciter en moi un déclic Des de interrogations. vouloir absolument connaître mon père. Et du coup, ça me rendait très nerveux. Très, 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 très nerveux. Déjà enfant, vous Voilà. aviez déjà beaucoup de colère? Oui. J'étais très nerveux. J'étais arrivé même à un stade où, dans la maison, quand je m'énervais, je pouvais prendre, si c'est les assiettes comme ça, je soulève, je casse. Et puis, voilà. Et vous avez quel âge à cette époque-là, où vous cassez les assiettes là? Là, je devais avoir entre 10 et 11 ans. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Ça peut se comprendre, hein. Ça s'explique justement. Quand on a un manque, on essaie de le combler comme on peut. Donc parfois, c'est beaucoup de tristesse ou c'est de la colère. Mais en général, la colère, elle cache toujours un peu de tristesse de toutes les manières, de toutes les façons. Paulus? Oui, mais moi, je voudrais savoir déjà, à quel moment vous vous rendez compte que papa n'est pas là, puisque vous avez l'affection du grand-père qui est un peu comme un père, en fait. Ben, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, en grandissant, on se pose plus de questions. Voilà. Donc, en grandissant, déjà, ma mère n'a eu que 2 relations. Voilà. Son premier mariage et puis avec mon père. Ce qui fait que, à un certain moment donné de la vie, il n'y avait pas un visage masculin. Ouais, paternel, bien sûr. Voilà, paternel. Ce qui fait que je n'avais jamais appelé quelqu'un papa. Voilà. Et puis surtout, je pense que dans la famille, tout le monde en parle. Hein. Quand vous y a, mais ton père, il est ici, il est là-bas, il s'en occupe pas et tout. Donc, alors, Voilà. à un moment donné, forcément, c'est vrai qu'on est enfant, mais en général, quand les enfants ont besoin de réponses, ils posent des questions. Vous avez posé une question à votre mère de façon Oui, frontale? j'ai commencé à interroger ma mère et vous savez, déjà, ma naissance d'abord a été très compliquée. Vous savez, lorsqu'une femme sort déjà d'une déception, c'est vraiment à l'encontre de sa volonté que je suis arrivé. C'était à la demande de mon grand-père. Vous voyez, vous pouvez comprendre une femme qui sort déjà d'une déception, déjà qui était allée dans un mariage déjà forcé, et quand elle vient, elle rencontre un homme, et ensuite, c'était déjà assez difficile pour elle. Donc, c'est fait que c'était un sujet qui lui faisait beaucoup de mal. Voilà. D'accord. Mais vous avez quand même, comme à 10 ans, on est têtu. Voilà. Quand on veut quelque chose, on s'en donne les moyens. Vous allez faire des recherches à votre niveau. Oui, j'ai commencé à chercher. Et puis, j'ai demandé à mes oncles. Et puis, j'avais un oncle qui était routier à l'époque. Il disait, mais j'ai croisé ton père là. Il est sur le chantier forestier et tout ça. Et tout. Mais le gars, il vit bien. Et tout ça. Ah bon? Donc, c'est comme ça. J'ai dit à ma maman, mais coûte que coûte, moi, j'ai besoin d'aller à l'école. Mais il n'y a pas quelqu'un qui puisse financer mes études. Voilà, et surtout qu'elle avait été opérée parce elle était dame de ménage. Voilà. Et après l'opération, on lui a dit qu'elle ne pouvait plus faire des travaux de dur labeur. Donc financièrement, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Voilà. Donc il fallait que je cherche absolument des voies et moyens pour pouvoir... Est-ce qu'elle était d'accord que vous alliez rencontrer votre père? Maman n'était pas déjà très là. Elle me disait que même si tu vas, tu ne gagneras rien. Parce que je connais la personne et tout. Ce sera une perte de temps. Mais j'ai insisté. Ce que vous voulez, c'est voir votre père. Oui, je me suis dit, bon, certainement en me voyant, il allait changer d'attitude, il allait revenir à des meilleurs sentiments. Voilà. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Mais enfin, finalement, vous allez le rencontrer. Ouais. Comment la rencontre se passe déjà? Comment ça se passe? Comment vous sentez au fond de vous? Déjà, j'étais content, il faut le dire. J'étais content de retrouver mon père et lui aussi, d'ailleurs, il avait exprimé un sentiment de joie. Déjà, à cette occasion, il a organisé une fête. C'était vraiment une rencontre assez festive. Donc, c'était la joie. J'ai passé deux mois et demi avec lui. Voilà, disons, mes vacances. Voilà. Donc, au moment où je dois maintenant rentrer pour préparer, dire... Non, mais c'est trop facile, franchement. Voilà. Vous avez grandi sans votre père, vous l'avez recherché, vous l'avez retrouvé, vous êtes resté deux mois avec lui, c'est quand même pas rien. Comment ça s'est passé? Comment les rencontres ont été? Est-ce que vous avez parlé de vous? Est-ce que vous avez appris à vous connaître? Est-ce que vous avez posé des questions? Comment ça s'est passé? Déjà, il faut dire que j'ai toujours aimé mon père. Bien qu'il n'était pas là, j'ai aimé mon père, malgré le fait qu'il n'était pas là. Ce qui fait que, et de nature, même quand je suis énervé, quand j'étais déjà dit ce que je pense, moi je suis passé. Et quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai posé la question, mais dis-moi pourquoi tu m'as abandonné et tout. Il m'a donné ses raisons, il m'a dit simplement, écoute, c'était à cause de ta mère et tout et tout. Bon, je lui ai dit, bon, pour moi le plus important c'est que tu sois là maintenant
Moi, ce qui compte, c'est maintenant le présent et le futur. Ouais. J'ai besoin que tu puisses assumer mes études pour que je puisse devenir quelqu'un. D'accord, alors ça, je pense que c'était une très très bonne question. Parce Oui. qu'en tant qu'enfant, vous aviez ce besoin-là. Oui. Qu'est-ce que votre père a répondu? On en saura plus juste après la pub. Coronavirus, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est un choc mondial. Mais ce choc peut être surmonté. Pourquoi il peut être surmonté? Il peut être surmonté parce qu'il faut suivre de manière, je dis bien de manière intransigeante, les règles élémentaires qu'on nous donne par rapport au sanitaire. Se laver les mains à tout instant avec le savon habituel. Si vous n'en avez pas et que vous êtes au bureau et que vous êtes quelque part, ben vous êtes dans le gel hydroalcoolique. Si vous devez éternuer, il faut le faire dans le coude. Ensuite, respectez la distance entre nous. Si vous n'avez pas autant de courses à faire, ben évitez-les. Évitez les attroupements, évitez les foules. Évitez de sortir quand vous n'en avez pas du tout besoin. Croyez-moi, personne n'est à l'abri. Mais tout le monde peut être à l'abri en étant sain, sauf dans la salubrité, en étant propre et en respectant ce qu'on a à faire. Ce n'est pas compliqué. Il faut être non seulement de bonne humeur, il faut être non seulement heureux de rencontrer les parents de loin, c'est possible. Et encore une fois, il faut avoir le moral pour suivre ensemble les prescriptions qu'on nous donne. C'est des prescriptions élémentaires de la vie. Qu'il y ait eu corona ou pas, il faut faire plus attention. Merci, Dieu est amour. Merci encore. La répétition étant pédagogique, respectons les mesures pour protéger, en tout cas nous protéger, mais surtout protéger nos proches. Nous retrouvons notre invité Cyril Abaga. On est en train de dégrainer votre histoire. Vous avez retrouvé votre père, vous avez discuté, vous a donné des raisons. Est-ce que ces raisons pour vous étaient valables ou pas du tout? Pour moi, ces raisons n'étaient pas du tout valables. Mais bon, on est quand même content d'avoir retrouvé son papa. Bon, voilà. Voilà. Et quand vous lui dites l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que à ce moment, il a commencé à me dire qu'il avait des soucis d'argent. D'accord. Voilà. Il fallait qu'il puisse payer les travailleurs et tout, tout un tralala. Du coup, désillusion. J'ai ressenti plus un sentiment de colère qui ne m'était jamais arrivé bien avant cela. Et j'ai dû partir. Voilà. Pourquoi? Parce que vous ne pensiez pas que c'était vrai, ce qu'il disait? Pour moi, j'ai vu cela comme de l'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, lorsqu'on est avec lui, c'est la fête. Okay. Au moment où il faut maintenant payer mes études, à ce moment, il n'y a plus d'argent. Donc, du coup, vous voyez un peu. Ouais. Sans compter que quand j'étais là, je gardais l'argent. Il me remettait l'argent pour garder. Ah, ok. Donc, mais moi, je pense que quand vous retrouvez votre père, déjà, bon, ça, c'est le côté matériel, quoi, l'argent. Mais l'amour paternel que vous retrouvez là, qu'est-ce que vous en faites? Déjà, il faut dire que, comme je le disais depuis le départ, j'ai toujours gardé des sentiments pour mon père. Et ça m'a fait du bien de le retrouver. Voilà, c'était vraiment père et fils. On allait partout ensemble, c'était bien. Mais c'est à ce niveau où... Parce que sur le moment, vous aviez un besoin. Voilà. Vous voyez votre mère en train de souffrir, vous voyez que vous ne pouvez pas aller à l'école. À ce moment-là, vous courez quoi, dans les bras de votre père, ce qui est complètement normal. Cassandra? En fait, nous, les enfants, généralement, on reproche tout à nos parents. Voilà, on attend tout d'eux, on veut qu'ils fassent ci, cela, etc. Avec le recul, je ne sais pas si vous êtes père aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre la genèse et pourquoi votre père a pris ce recul-là vis-à-vis de vous? Justement, en venant, dans ma réflexion, j'ai fini par dire ceci un jour. Ce qui me faisait pleurer autrefois me fait maintenant rire. Et ce qui me faisait rire autrefois me fait maintenant pleurer. Je vais prendre un exemple. Avant, étant petit, on ne se souciait pas de ce que j'allais manger. Vous voyez, un enfant de 5 ans, quand il voit son père, sa mère, il sait qu'il va manger. Devenir adulte, des responsabilités, on devient responsable, on doit assumer ses charges.
Donc, vous voyez que ce qui me faisait rire autrefois me fait maintenant pleurer. Et ce qui me faisait pleurer me fait maintenant rire. Voilà. Comme on dit, tout ce qu'on vit forge notre personnalité. Voilà, il faut vraiment s'en servir pour rebondir. Alors, quand on a grandi sans père, on a tendance à penser que c'est juste le manque financier et tout ça, un peu de chagrin, surtout lorsque c'est la fête des pères. Mais ça crée vraiment des blessures au fond de nous. Comment ça s'est manifesté dans votre cas? Ben, il faut dire que la première personne à avoir subi cela, c'est ma maman, parce qu'elle a été très forte. Et vous savez, quand on est un garçon, élever un garçon toute seule, ça devient difficile. Surtout lorsqu'il connaît déjà le monde extérieur, ça devient compliqué. Ce qui fait que je devenais très nerveux à la maison, parfois arrogant, insolent. Et il m'arrivait de parfois casser les choses à la maison. Ouais, ça vous l'avez déjà dit. Voilà. Donc vous avez commencé à avoir une relation très compliquée avec votre mère. Avec ma mère. En gros, si je comprends bien, c'est la frustration de votre père que vous transfériez sur votre maman. Ah oui, oui. D'accord, ok. Et après, ça vous a conduit dans la rue, d'après ce que vous m'avez dit? Ça m'a conduit dans la rue, voilà. J'ai eu des mauvaises fréquentations, voilà. À un moment donné, j'ai eu plusieurs copines espérant peut-être combler ce vide. Ça, c'est fréquent. Hein. Voilà. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc émotionnellement, c'était j'ai été blessé, vraiment énormément blessé. Et je me suis dit, l'amour que je n'ai pas eu, moi, je dois pouvoir en donner aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent, ou bien du moins ceux qui ne connaissent pas mon passé, connaissent seulement un gars toujours souriant. Mais voilà, justement. Moi, je n'ai pas beaucoup vu sourire aujourd'hui. Hein. Voilà. Si tu peux me faire un petit sourire comme ça, je dirais pas non. Hein. Un vrai sourire. D'accord, ok, très bien. Mais bon, comme on se dit dans la vie, parfois Dieu met des parents biologiques et parfois il vous met sur le chemin des parents qui vous aiment, voilà, tout simplement. Et vous allez faire la rencontre d'un monsieur. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, il faut dire que j'ai fait la rencontre de ce monsieur dans une église. Voilà, parce que j'avais été invité dans une église par le canal de ma grande sœur. Voilà. Et un jour, elle m'a dit, mais tiens, viens un peu. C'était une période où, dans ma vie, tout n'allait pas vraiment. Vous étiez un peu perdu. Voilà. J'avais déjà délaissé les études. Voilà. J'étais vraiment dans la rue et c'était comme ça. J'ai rencontré ce monsieur, voilà, qui s'affiche sur le bas de l'écran. Voilà. Déjà que je salue au passage. Vraiment, et je lui dis que je l'aime très fort. Vous pouvez dire son nom, hein? Voilà, lui, c'est monsieur l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mibamundo. Voilà. D'accord. Du Gabon. Et lui, il est financièrement aisé. Maintenant, vous parlez de lui comme ça, c'est qu'il a l'argent. Non, 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 pas forcément. Ah, docteur Fio, aïe, aïe, aïe. Ok, donc vous allez le rencontrer? Ok, je l'ai rencontré et vous savez, comme je vous ai dit, quelqu'un ne m'avait jamais appelé mon fils. Je n'avais jamais reçu un présent venant de la part de quelqu'un du dehors. Et je suis allé à cette église, comme vous avez mentionné tout à l'heure, je suis musicien, je chante. Voilà, et à cette église, je suis allé un dimanche, voilà, et puis j'étais en jean avec des babouches. Et puis à la fin du culte, il m'appelle, il me dit, viens mon fils. Il me dit, mais pourquoi tu viens en babouche, tout ça et tout. Il me dit, voilà, 30 000. Et ce geste m'a fortement marqué. Jusqu'aujourd'hui, lui-même, il ne sait même pas que c'est ce geste qui m'a marqué parce que je n'avais jamais reçu un présent de quelqu'un. Et ça m'a fortement attaché à lui. Et c'est un homme aussi à caractère. Donc, ce qui fait que j'étais déjà déboussolé. Donc, il fallait bien déjà quelqu'un dans ma vie, quand il tonne, je peux me remettre sur les rails. Et c'est le rôle qu'il a commencé à jouer dans ma vie, à me recadrer, premièrement, en me renvoyant à l'école. Voilà, il a financé mes études jusqu'à présent. Après l'obtention de mon baccalauréat, il a décidé de m'envoyer en Côte d'Ivoire et je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire grâce à cet homme. Voilà. Moi, je pense qu'on peut applaudir quand même pour le monsieur. Ouais. Voilà, comme on dit, voilà, un père, ce n'est pas forcément celui qui enceinte une femme, c'est celui qui s'en occupe. Et il y en a plein. Et vraiment, on fait un gros big up à tous ces papas-là qui prennent soin de leurs enfants et des enfants des autres, voilà, qui les adoptent. C'est important. On ne se rend pas compte des blessures, on ne se rend pas compte des conséquences que ces blessures-là peuvent causer sur un adulte de demain. Parce que l'adulte qu'on devient prend sa racine, surtout sa source dans l'enfance. Donc les blessures de l'enfance sont des blessures qui sont un peu tenaces quand même. Mais quand on veut s'en débarrasser, on peut. Voilà. On n'oublie pas, mais surtout, on rebondit grâce à ça. Oui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore papa. Non, non.
D'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs? Bon, c'est vrai, vous avez 27 ans, mais ça va. Qu'est-ce que vous attendez? Ben, je me suis dit une chose. À travers l'enfance que j'ai passée, je me suis dit, pour le moment, il ne serait pas bon pour moi d'avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie, moi, je veux pouvoir l'offrir à mes enfants. Donc, du coup, je me dis, et aussi, je ne veux pas avoir un enfant hors mariage, parce que ça aussi, c'est d'autres soucis, c'est d'autres complications, quoi. Voilà. Soyez ici, pardon. Non, mais non, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre que lorsqu'on est passé par là, on essaie de baliser un maximum. Ouais. Mais on n'est pas obligé de reproduire exactement les mêmes erreurs de nos parents. Voilà, on n'est pas obligé. Vous pouvez rencontrer une personne avec qui ça va très bien se passer, vous mariez juste après, avoir un enfant à vous, vous mariez après. Voilà. Donc vous ne mettez pas autant d'oppression. Déjà, le fait de vouloir être un bon père, c'est déjà un bon début, je vous rassure. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous ressentez de la colère quand vous pensez à votre père, ou est-ce que vous avez pardonné? Non, non, non. Vous savez, le vide que je ressentais, il est comblé. Je vous assure, il est vraiment comblé. C'est comme, je vous disais, il y a des personnes, il y a des amis avec qui on n'est pas de sang. Si ce dernier vient à partir, comparé à un cousin ou une cousine, vous aurez plus mal. Parce que cette personne a été vraiment une personne intime avec vous, comparé à un parent de sang. Donc aujourd'hui, l'amour que cet homme m'a apporté, le père qu'il est réellement devenu et qu'il est pour moi, aujourd'hui m'amène à ne pas penser encore à mon père géniteur. D'accord, ok. Je vais vous demander de regarder cette caméra, puis d'adresser un petit message à ces hommes-là qui vont être papas ou qui sont papas et qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Voilà. Ou voilà. C'est pas interdit. Ok. Le message que je tiens à faire passer déjà premièrement aux hommes est que un homme se doit d'assumer premièrement ses responsabilités. La venue d'un enfant, c'est un père, c'est celui-là qui oriente la destinée de son enfant, le devenir de son enfant. Alors, il faudrait bien pouvoir assumer ses responsabilités lorsqu'on met un enfant au monde. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas d'avenir pas parce que les parents n'ont pas d'argent, mais parce que les parents ont fait preuve de négligence. Voilà. D'accord. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes Abaga Cyril, vous êtes chantre, chantre gospel, vous êtes musicien également. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de ce midi. On espère que vous êtes vraiment guéri, vraiment guéri. Vous êtes chrétien, donc normalement, ça, ça peut s'arranger. Franchement, moi, on espère de tout cœur que vous allez pouvoir recoller les morceaux avec votre père. Il n'est jamais trop tard, même quand on est grand. Quand on peut recoller les morceaux avec son père, il faut le faire, vraiment, de son vivant, parce qu'ils ne sont pas éternels, malheureusement. On va marquer une petite courte publicité et on revient pour l'instant Covid-19. On va profiter de cet instant justement très important pour recevoir Dr Linda Kaboré, docteur en pharmacie, marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, présidente de l'Africa Santé. Voilà, on va la recevoir. Notre docteur, le temps qu'elle se lave un tout petit peu les mains et qu'elle vienne répondre à nos questions sur le Covid-19, super important. Vous allez bien, Cassandra? Oui, enfin, le témoignage m'a un peu bouleversée. Ouais. Vous êtes retrouvé un tout petit peu dedans, ça peut se comprendre. En fait, ça montre qu'un homme ou femme a tous des dépendances affectives quand la base est compliquée. On va dire ça, compliqué. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va et vous? On est toujours très content de vous recevoir parce qu'on sait qu'avec vous, on va avoir des réponses à des questions. Et à côté de vous, il y a ce monsieur-là qui a tout le listing des questions. Il est là, il va se faire un plaisir. Paulus? Déjà, Jessica, il faut dire que je commence à me sentir un peu spécialiste en matière de corona. À un moment donné, mais nous, on est content d'avoir un spécialiste. Ah oui, il en faut. Non, mais c'est drôle parce qu'après, je reçois des messages régulièrement sur ma page Facebook me poser des questions. La responsabilité. Ouais. Allez, on va faire le point de la situation. Au 14 avril 2020, nous avions enregistré 12 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 25 guéris, ce qui porte désormais à 638 le nombre total de cas et 114 le nombre total de guéris, avec 6 décès. Alors, docteur, nous allons démarrer avec la première question de Béni Raïssa Boli, qui demande « Est-ce que laver des mains avec des gouttelettes d'eau javel est nécessaire avant la cuisson ou plutôt dangereux pour la santé ?» Alors, pour laver les légumes, etc., quand on peut, c'est le permanganate de potassium qui est recommandé, c'est-à-dire on prend un peu de permanganate, on dilue dans l'eau et
mais très peu. Hein. Dans une bassine d'eau, un demi-sachet dans une bassine, on lave tous ces légumes. Quand on ne peut pas acheter le permanganate de potassium, on peut exceptionnellement mettre quelques gouttes, je dis bien quelques gouttes d'eau de javel, à peine, parce que l'eau de javel est toxique, corrosive, et il y a beaucoup d'accidents avec l'eau de javel. Donc c'est vraiment très peu. Pour désinfecter, si ça peut rassurer la salade, les tomates, etc. Mais vraiment, quand je dis quelques gouttes, c'est quelques gouttes. Il ne faut même pas que ça sente l'eau de javel. D'accord. Et je tiens à rappeler également que le permanganate de potassium, on peut le retrouver en pharmacie. Oui. Tout simplement. Oui, c'est par habitude, excusez-moi. Non, non. C'est disponible, il y a des petits sachets à petit prix. Et, ce qu'on fait, c'est qu'on en met dans une grande bouteille, on dilue dans une grande bouteille d'awa. D'accord. On en met un petit peu, ça prend la couleur et on met dans sa bassine pour laver son... D'accord, ok. Enfin, une bouteille d'eau. D'assini aussi, pourquoi pas. D'assini et n'importe... Non, Assini. Ce que j'ai dit, ça veut dire eau. Hein. Oui, bien sûr, absolument. Mon cher Paulus, une autre question? Oui, cette fois-ci, la question de Kwame Eli Junior. Il dit particulièrement, moi j'ai une toux sèche et après avoir fini de tousser, j'ai un problème respiratoire. Je ne sais pas si c'est une grippe ou qu'est-ce que je dois faire. Je vois la tête de docteur et il fait genre... Il a peur. Comment? Alors, que faut-il Comment faire? il s'appelle? Eli Junior Kwame. Alors, Eli Junior Kwame, je pense que... Je ne sais pas si depuis que vous avez posé la question, la fièvre ou pas est arrivée, mais moi, je vous conseillerais déjà d'appeler tous les numéros à votre disposition. C'est mieux. Pour vous rassurer, pour rassurer vos proches et, comme tout le monde, se masquer, etc. Vous les appelez et vous demandez conseil parce que l'automédication n'est pas recommandée, mais les symptômes que vous avez donnés font partie des symptômes légers de la maladie. Donc, appelez juste le 101, le 143, un des numéros et vous exposez et vous donneront la marche à suivre. Ouais. Alors, justement, à la suite du docteur, je voudrais rappeler les différents numéros. C'est le 119, on a également les 143, 101 et 125. Voilà. Merci. Du coup, vous pouvez essayer tous ces numéros-là. Si on a un qui ne passe pas, essayez les autres. Cassandra? D'accord. Okay, merci beaucoup de me considérer. La galanterie a changé de camp, c'est bien, c'est classe. Alors, docteur, on a vu les chiffres tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu plus de 100 guéris en ce moment en Côte d'Ivoire. 114. 114. On peut souffler un peu, on peut être non, heureux. Dieu merci. Non, on ne peut pas souffler. On est heureux. On est heureux parce que beaucoup de pays envient le taux de mortalité faible de la Côte d'Ivoire, malgré le nombre de cas qui se multiplient. Et moi-même, je suis assez fière de voir que nos scientifiques ont adopté dès le départ la bonne thérapie. Mais à ce moment-là, tout le monde était sourd. Mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Non. Ils ont adopté la bonne méthode et je suis encore plus fière que ce matin, j'ai vu 2 vidéos, une de France et une des États-Unis, qui essaient de rejoindre le protocole utilisé par la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Ouais. Mais cela ne signifie pas qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que même si on arrive à guérir, les premiers symptômes doivent être pris en charge. On va être rapidement débordé. Et si on est débordé, si ceux qui prennent en charge l'Institut d'hygiène, le centre de l'infection, le SMIT, le service des maladies infectieuses, le service des maladies, si jamais ils sont débordés et que nos centres de quarantaine, etc., ne sont pas prêts, là, c'est la cata. Vivons masqués et comme je l'ai dit hier, que chacun de nous se comporte comme si il était déjà coro-positif. Comme ça, il va éviter de contaminer son voisin, surtout l'ami qui tousse là. Oui, Eli Kwame Junior. Oui. D'accord, merci docteur. Docteur, alors pour les personnes qui sont guéries, ils ont suivi un traitement ou on a refait le test? Non, non seulement ils ont été pris en charge, c'est pour ça qu'on recommande de se faire prendre en charge rapidement.
comme ça commence par des symptômes légers qui peuvent être suivis, même si c'est un confinement à domicile ou à l'hôpital, ils sont suivis. Tous les jours, ils vont vous envoyer des messages, vous passez vous voir pour savoir comment ça va et rectifier le traitement. Mais si vous attendez, le nombre de guéris va diminuer. Mais comme on le dit, pour être déclaré guéri, il faut faire le test de négativité. Le test est négatif. Et quelque temps après, refaire un deuxième test. Donc, c'est ce qui s'est passé pour les 114 Voilà. Ils ont eu un deuxième test pour vérifier entre le premier test et le deuxième test si M. Corona ne s'est pas réveillé, si ce n'était pas seulement juste endormi et si il ne s'est pas réveillé. C'est pour ça que quand le premier test est fait, on demande à la personne de continuer à se protéger parce qu'on ne sait jamais. Il peut se réveiller. Il peut se réveiller, se réactiver. En tout cas, tout ce qu'on dit, le plus important, c'est dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler pour avoir plus d'informations. N'attendez pas que votre état se dégrade. Il faut vraiment, même si vous avez peur, c'est pas grave. C'est vrai que tout le monde est un peu hypocondriaque en ce moment, mais c'est plus simple de poser la question au début, pour être prise en charge rapidement si jamais vous souffrez de ces symptômes-là, plutôt que d'attendre. Paulus, une autre question peut-être? Alors déjà, Jessica, ce que Dr Kabori dit est très important parce qu'en Chine, par exemple, il y a eu des personnes qui ont été testées négatives une fois et qui ont été mis en liberté, on va le dire ainsi, et qui ont rechuté après. Ah, ok. Voilà. Donc ça crée une polémique. En Corée aussi, ça vient d'arriver. Donc il faut faire un premier test. En cas de guérison, un premier test, ensuite un autre. C'est pour être sûr que tout va bien. Ceux qui posent les questions ne comprennent pas pourquoi ça met autant de temps de savoir qui est guéri. On a eu le cas il y a à peine un mois. Donc, laissez d'abord les 14 premiers jours de prise en charge et après, il y a encore 14 jours pour être sûr que la personne est guérie avant de l'annoncer officiellement. D'accord, ok. Paulus, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions sur la page Facebook. Dr Kabori se fera un immense plaisir de vous répondre. N'hésitez pas. Alors, cette fois-ci, la question de Jean-Paul C.A. Il demande si le virus peut se transmettre de mère à enfant. Alors, c'est une maladie méconnue. Comme je vous ai dit, elle vient d'apparaître, comme on l'a constaté, et les études sont faites au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas de transmission mère-enfant. Ça ne passe pas par le sang de la mère pour passer par le placenta, etc. Il n'y a pas. Mais si, au moment de la naissance, vous avez vu à la télévision qu'il y a encore des joies qui se font, si la maman est déclarée positive, il faut qu'elle se protège, c'est-à-dire le masque, se laver les mains avant de toucher l'enfant, se laver les mains après. Si c'est des symptômes légers, comment? Et si elle est enceinte? Je pense que la question se pose. Oui, mais c'est pareil. Il faut qu'elle se protège et qu'elle prenne les mesures de prévention pour ne pas aggraver. Et au premier symptôme, elle appelle les numéros. Mais si elle a accouché, puisqu'on a vu des joies qui se sont passées, que le SAMU va la nuit chez les gens récupérer des femmes pour les emmener à la maternité pendant le couvre-feu pour accoucher. Ces mamans-là, si elles sont testées positives, il faut qu'elles fassent attention à l'enfant. On n'a pas encore de preuve que ça passe par le lait, mais si elle peut aussi tirer son lait ou quelque chose, mais nettoyer le sein toujours. Avant de mettre l'enfant au sein. Donc c'est comme ça qu'on ne passera pas la maladie en se protégeant et en protégeant l'enfant en étant masqué. Les bisous, ça sera pour après. Pour après, comme vous dites, c'est une maladie qui apparaît là maintenant, on apprend à la connaître et tout ça. Pardon? Excusez-moi, pas de visite. Pas de visite, pas de bisous. Bah oui, ça c'est sûr. Franchement, éviter. Surtout les enfants sont assez fragiles. Donc comme on disait, c'est une maladie qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Donc on va peut-être en apprendre chaque semaine un peu plus, à la maîtriser, à la dompter. Voilà. Paulus, une autre question? Alors, ZB, il demande si les billets de banque peuvent être un vecteur de transmission du coronavirus. Ça, c'est une vraie question parce qu'on sait que les billets de banque se baladent, docteur.
J'ai vu une vidéo ce matin en Inde où quelqu'un, il dit de mettre l'argent dans la bassine et puis il prend une pince, il rince l'argent. On ne va pas en arriver là. J'espère que non. Quand vous avez fini de manipuler l'argent, déjà les caissières, elles doivent avoir une protection, comme tout le monde, mais vraiment étanche. Et ensuite, ne pas se toucher le visage, etc. Vous-même, quand vous faites vos courses, ne touchez pas votre visage, ne touchez pas vos muqueuses, les yeux, le nez, et lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Dès que vous avez fini de mettre, prenez une poche spéciale où vous mettez votre argent dedans pour ne pas qu'il contamine les autres objets dans votre sac ou dans votre poche. Vous avez une petite poche ou même un petit plastique, vous mettez l'argent dedans. Et quand vous avez fini de manipuler l'argent, vous vous lavez les mains. Et à chaque fois que vous payez quelque chose, vous vous lavez les mains. Mais est-ce qu'on sait à peu près combien de temps est-ce que le virus reste, par exemple, sur du papier ou sur de l'argent ou sur... Sur le papier et le carton, je pense que sur le papier, c'est 4-5 heures, mais sur le carton, c'est plusieurs jours, je crois. 1-2 jours. Donc, essayez de vous... Comme ces données-là changent tous les jours, comme vous l'avez dit, essayez de vous laver les mains. Et quand vous ramenez vos courses, posez-les quelques heures avant de les faire rentrer dans la maison. D'accord. Et votre argent aussi. Et ouais. En tout cas, moi, c'est... Et privilégiez, si faut vous faire pouvez, attention. l'achat par carte de crédit. Il y a moins de manipulation. C'est vrai. La carte, il faut la nettoyer aussi après. Ah bah évidemment. Déjà, je pense que c'est beaucoup plus simple de nettoyer sa carte de crédit que de nettoyer des billets. Hein. Je vous vois en train de nettoyer une liasse de 100 000 francs. Allez, bonne chance. Comme votre téléphone. Sur un téléphone, il y a 18 000 bactéries. Oui. Donc, ce n'est pas tant l'argent. Le pire, c'est votre téléphone portable. Il y a 18 000... Le téléphone portable a beaucoup plus de microbes que la cuvette des toilettes. Hein? Eh oui. Ok. Téléphone. Ce qui est bien, c'est que justement, même après la période Covid, on va garder les bons gestes, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passaient leur temps à nettoyer leur téléphone. Et aujourd'hui, c'est systématique. Hein. Dès que tu peux, tu nettoies et tout parce que tu as peur. Donc, je pense qu'on va garder quand même ces bonnes habitudes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, pour éviter d'autres maladies. Et moi, en tant que père de famille, pour revenir sur la question de contamination mère-enfant. Non, docteur, il faut qu'on vous dise, on a l'occasion de vous voir, vous avez l'occasion aussi de voir les grands docteurs, tout ça, qui fassent en sorte que ce ne soit pas possible. Parce que nous, en temps de confinement actuellement, Dieu se sait ce qu'on fait à la maison, on ne sort plus haut. Donc actuellement, aussi, madame prend grossesse à l'air, c'est 20 novembre, là, elle va accoucher. Donc, il faut voir. Donc, nous, on espère que d'ici novembre, cette histoire, on va réussir à éradiquer le Covid-19. Et donc, il ne faudrait pas que les enfants naissent encore avec des petits Covid encore qui vont naître. Moi, en fait, c'est ma préoccupation. Parce que chacun dans son foyer, chacun sait le travail qu'il a. Les tout petits Covid, mais non. Mais non, mais en fait, mais je pense que l'avantage, c'est que si on a réussi à dompter le grand Covid, on pourra dompter le petit. Pas vous inquiéter. Ça ne passe pas. Mais comme vous êtes en train de fabriquer des petits Covid, attention, c'est pas les petits Covid, je ne fabrique pas. C'est ma femme, elle à la maison, on vit ensemble. Je moi, il y a une machine pour... Je suis en train d'éventuels petits Covid, je suis en train de dire que cette question, je ne sais pas si elle a été posée, mais attention, attention, les mesures barrières. Il y a des enfants devant la télévision, on ne va pas rentrer dans les détails, mais attention. D'accord. Attention, en tout cas, attention. Et comme je dis, Dr Kaboré est avec nous toute la semaine. Elle va répondre à vos questions. N'hésitez pas à les laisser. Merci infiniment, Dr Kaboré. Merci à Paulus, Cassandra, merci. Dr Philo, merci. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé, qui travaillent dans cette situation pour vous permettre justement de passer un bon moment. Merci à toutes ces personnes dans les hôpitaux qui prennent soin de nos malades. Merci infiniment. Et en ensemble, évidemment, ensemble, on sera toujours plus fort. Respectez les mesures. On se retrouve demain pour d'autres émissions. Prenez soin de vous et de vos proches, les gars. Il y a des questions qu'on ne va plus poser.